Je vous appelle parce que on vous appelle d'une radio qui s'appelle la radio Città Fujiko, comme je vous avais dit, Oui. et on était en train de travailler un peu sur la question de mon camarade, mais aussi sur Vaillant, parce qu'on a vu que vous êtes en train de faire un film. Alors oui, c'est en fait c'est pas juste un film. En fait, je fais tout un travail de mémoire audiovisuelle sur Vaillant et Pif. En fait. D'accord. Donc, au départ, c'était juste un documentaire, mais c'est devenu tout un travail d'archives. Enfin bon, voilà. D'accord, ok. Et comment est-ce que vous avez commencé ça vient d'où l'idée en fait de faire un travail d'archives et un documentaire sur ça? En fait, c'est arrivé avec Richard Medioni. Richard Medioni qui avait fait un livre sur l'histoire de Pif Gadget. Mhm. Et qui ensuite a fait un deuxième ouvrage qui, lui, reprenait toute l'histoire de la presse jeunesse communiste illustrée, et avec mon camarade, et ensuite Vaillant et Pif Gadget. Parce que Richard Medioni avait été un des rédacteurs en chef de Oui. Pif Gadget. Oui, bien sûr. Et donc il avait lancé tout un travail de texte sur l'histoire de tout ça. Et en 2008-2009, j'avais commencé un peu à l'accompagner en faisant des petites interviews vidéo, et on s'est dit que ce serait intéressant de faire ça plus sérieusement. Et donc j'avais commencé en 2011 à interviewer les anciens auteurs de Pif, Vaillant, quoi, ceux qui étaient encore vivants. Mhm. Et à la suite de ça, effectivement, j'avais trouvé un producteur qui m'a dit qu'il pourrait faire un documentaire, mais c'est un peu compliqué parce que c'est une histoire assez longue. Et donc, j'avais proposé de faire deux films, un sur Vaillant et un sur Pif, enfin, qui est un peu la suite, bien sûr, quoi. Et puis, on avait fait un crowdfunding, une souscription. Oui, Donc, et c'est grâce à ça qu'on a vu que vous voulez faire ces films en fait. Voilà, et puis les souscripteurs, c'est les anciens lecteurs, bon, évidemment, les lecteurs de Vaillant maintenant sont quand même un peu âgés, parce que le journal Vaillant s'est arrêté quand Pif Gadget a commencé. Puis donc, évidemment, aujourd'hui, des gens qui ont 40, 50 ans, ou 60 même, ont plutôt été des lecteurs de Pif Gadget, mais il reste quand même des lecteurs et puis des gens qui sont intéressés par l'histoire de Vaillant, mais il y a quand même une mémoire à conserver, c'est même un petit peu urgent, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui ont travaillé pour Vaillant, encore vivants. Bien sûr. Et c'est une histoire qui a été très très peu et très mal racontée. Il y a juste un livre qui est sorti il y a quelques années sur Vaillant, mais il n'y a jamais rien eu en audiovisuel, quoi. Donc voilà, donc c'était pour combler le vide. D'accord. Et vous avez parlé des interviews que vous avez fait ou que vous voulez faire aux personnages importants qui ont travaillé dans Vaillant. Et du coup, je me demandais si vous pouvez nous dire c'est qui justement ces personnages de la rédaction de Vaillant et qu'est-ce qu'ils ont vraiment créé comme bande dessinée les plus connues. Ah oui, alors il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, pour les anciens, vraiment les gens un petit peu plus âgés que moi et que vous, j'imagine, la bande dessinée qui était la plus célèbre de Vaillant, enfin qui est restée longtemps la plus célèbre, c'est Les Pionniers de l'Espérance, qui était une série de science-fiction qui a commencé à la fin de l'année 1945. Et Les Pionniers de l'Espérance, c'est Star Trek, mais avec 20 ans d'avance, quoi. D'accord. Et voilà. Et sinon, il y a aussi eu beaucoup d'auteurs comiques qui ont commencé dans Vaillant et qui sont devenus célèbres par après, notamment Mandrika, qui était un peu un génie de l'humour absurde, et puis Marcel Gottlieb, qui quand même qui est une vedette en France, mais parce qu'il a travaillé ensuite pour le journal Pilote, etc. Mais moi, je l'ai interviewé, heureusement, avant sa mort, parce qu'il est mort il y a un an et demi. Mais je l'avais interviewé, puis il m'a raconté qu'il avait commencé sa carrière dans Vaillant, D'accord. au début des années 60. Enfin, je vous donne des petits exemples comme ça, mais il y en a quand même beaucoup. Évidemment, parce que Vaillant, ça a duré 25 ans, et Pif Gadget, ça a duré 25 ans aussi. Oui, et on voulait vous demander aussi, c'est une question qui arrive spontanée, je crois. Comment est-ce qu'on est passé de Vaillant à Pif Gadget? Ah, bah ça, c'est une histoire très intéressante. C'est l'histoire des années 60, puisque Vaillant
était très très lié évidemment, mais très directement au Parti communiste français. Oui. Et donc était un journal qui a eu vraiment une certaine gloire dans les années 50 plutôt, parce que c'était vraiment le grand moment de la guerre froide, bien les sûr. années 50 en France, et le Parti communiste était très puissant, et finalement faire un illustré avec des bandes dessinées et des articles pour les jeunes, c'était une logique évidemment, mais une logique culturelle. Et quand sont arrivés les années 60, en fait, il s'est passé deux choses. La première chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de concurrence de journaux de bande dessinée, surtout les journaux belges, Spirou, Tintin, que vous connaissez sûrement. Oui, oui, bien sûr. En Italie, c'était Topolino. Etc. Et Vaillant commençait à perdre un petit peu de l'influence des lecteurs, parce que bon, les journaux Tintin, Spirou étaient devenus plus populaires. Et en plus, en France, le Parti communiste commençait à être de plus en plus mal perçu, donc Vaillant perdait de l'influence parce que les gens n'avaient pas... Parce qu'il était très lié. Bah justement, les gens, ils savaient que Vaillant était lié au Parti communiste. Oui. Alors, le public, enfin, vous savez, l'importance des journaux de bande dessinée dans les années 50, c'est pas énorme non plus, c'était pas une influence très grande, mais en fait, le public en général savait un peu que Vaillant était vraiment plutôt lié au Parti communiste, et que le journal de Mickey, forcément, c'était plutôt de l'autre côté, quoi. Voilà. Et comme les journaux de bande dessinée classiques comme Tintin avec beaucoup de succès, Vaillant s'est retrouvé en 1962 à devoir décider de changer complètement son format, parce que c'était vraiment un format de grand journal. C'est réinventé, quoi. Voilà, réinventé, un format un peu plus magazine, etc. Et la deuxième chose importante qui s'est passée, c'est qu'il y a eu un grand congrès des partis communistes en 1965, oui. 66 aussi, où en fait il fallait démocratiser l'accès à la culture, et on a décidé que le parti ne devait pas interférer avec les aspects de la culture et les aspects artistiques, du monde artistique. Et tout d'un coup, Vaillant a eu la possibilité d'être complètement dégagé des influences culturelles du parti. Ah d'accord. Alors on peut dire, pardon, je vous interromps, mais du coup on peut dire qu'il y a eu deux moments de Vaillant, un moment un peu plus lié au Parti communiste, oui. Et parce que justement une question que je voudrais me poser, c'est est-ce que la rédaction de Vaillant était indépendante du PCF? Ou non? Est-ce qu'il y avait une liberté de ligne politique, ou est-ce que le parti, justement le PCF, il donnait sa ligne politique? Alors, on peut dire qu'il y avait du coup deux moments différents. Alors oui, mais en fait c'est toujours compliqué de s'appuyer des choses comme ça, parce qu'évidemment la direction de Vaillant a toujours été liée au Parti communiste, même quand c'était Petit Gadget. Mais par contre, la rédaction, c'est-à-dire les gens qui créaient le journal, les histoires, les articles, eux, c'était beaucoup plus varié, mais depuis le début d'ailleurs, c'était assez varié. Simplement, les rédacteurs en chef, donc qui décident de l'éditorial, de ce qu'on met dans le journal, avaient leur carte du parti en général. Mais par contre, les auteurs, les dessinateurs, on s'en foutait. Excusez-moi. Bien sûr. Ça n'avait pas énormément d'importance, parce que voilà. Et d'ailleurs, même dans les récits, on voulait simplement que les récits, surtout les récits réalistes, parce que les comiques, ça n'avait pas d'importance, mais les récits un peu réalistes, il fallait évidemment que ce soit des héros modèles, antiracistes, généreux, des idéaux, quoi, etc. Voilà, les idéaux. Mais ils n'étaient pas marqués communistes. Voilà, c'était plutôt Robin des Bois et des choses comme ça, ou David Croquette. Mais alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y avait toujours beaucoup de western. Alors que le western, évidemment, c'était typiquement américain, mais tous les gens qui faisaient des histoires, des récits dans Vaillant, surtout le principal auteur, qui était Roger Lécureux pour les bandes dessinées, il adorait les westerns, il avait une collection de westerns. Et donc c'était vraiment un petit peu l'exception. Et d'ailleurs, il paraît que Vaillant était un des seuls journaux qu'on pouvait vendre dans les pays du bloc communiste. Mais les gens du Parti communiste en Russie, en Roumanie, etc., vraiment voyaient ça d'un très mauvais œil. N'appréciaient pas beaucoup qu'il y ait des westerns dans Vaillant. Ouais, bien sûr. Parce
que ça faisait partie de la culture américaine quand même. Ouais, même si c'était des westerns aussi, Oui. antiracistes, enfin, tout ce que vous voulez, mais quand même, il y avait des histoires de shérifs, de cow-boys. Ouais. Mais alors, Évidemment. en 1965, ce qui se passait, c'est que le journal de Vaillant est devenu un journal de bande dessinée comme les autres, parce qu'il n'y avait pratiquement plus du tout d'articles avec des retours sur la résistance, sur les grandes heures, etc. Bon, et en 1965, ça s'est appelé Vaillant, le journal de Pif. Comme les autres journaux qui avaient un héros vedette, ben, ils ont décidé que le héros vedette, ce serait Pif. Et après, 5 ans plus tard, c'est devenu Pif Gadget. Et Vaillant a disparu, quoi. Enfin, le nom de Vaillant a disparu complètement. Et donc, c'est devenu un journal de bande dessinée assez classique, finalement, après, quoi. Une transformation. Là, voilà, et c'est pour ça que quand les jeunes, les parents plutôt achetaient Pif Gadget dans les années 70, une majorité d'entre eux, et notamment mes parents à moi, savaient même pas que ça avait un rapport avec une partie communiste, quoi. Vraiment, c'était complètement effacé, on ne le voyait pas, c'était vraiment complètement invisible. D'accord. Mais il y a une influence pérenne, forcément, puisque la direction des éditions était toujours communiste, mais les auteurs, tout ça, et c'était devenu un journal très commercial même, hein, avec des techniques un peu marketing, hein, Justement, on a vu que aussi, à partir d'un certain moment, il y a eu la création aussi de gadgets à côté de ça, de petits objets qu'ils vendaient avec Pif Gadget. Oui, oui. Et est-ce que vous savez comment cette idée en fait, ça avait commencé dans les années 60. Parce que bon, Pif Gadget a commencé à débuter à la fin de février 1969. Donc l'année prochaine, ce sera les 50 ans de Pif Gadget. D'accord. Mais l'histoire des gadgets, ça a commencé bien avant. Ça a commencé au milieu des années 60 aussi, parce que pour fidéliser les lecteurs et surtout pour les encourager à prendre un abonnement, on proposait souvent un petit cadeau en plus. Et le petit cadeau, c'était parfois un stylo avec une gomme, un truc, ou une lampe de poche, ou des petits objets comme ça en cadeau pour les abonnements. Et après, on s'est dit, ce serait peut-être bien pour fidéliser, de proposer un petit cadeau, parce que c'était quand même, au milieu des années 60, c'était le début de la grande industrie du plastique. Bien sûr. Et ça devenait de moins en moins cher. Et donc, il y a beaucoup de jouets plastiques qui ont commencé dans les années 60, enfin, qui sont devenus très faibles, comme les jouets Lego et tout ça. Et c'est devenu aussi la grande vogue des porte-culs. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais en 1965 et 1966, ça a été un raz-de-marée en France, mais dans le monde entier. Tout d'un coup, les gens ont commencé à vendre des porte-clés, et les porte-clés reprenaient les sigles des marques. Et donc, tout le monde faisait des porte-clés. Et donc, les éditions Vaillant ont fait des porte-clés Pif. Et pour les avoir, il fallait collectionner les bons dans le journal, les envoyer. Enfin, bon, d'accord. Alors, c'était aussi la recherche de ces porte-clés. C'était pas donné non plus. Non, bien sûr. Et puis, donc, quand ils ont vraiment fait leur transformation commerciale, parce que le journal Vaillant vraiment avait de moins en moins de lecteurs, ils se sont associés avec quelqu'un qui venait du groupe Hachette. Enfin bon, pour les Italiens c'était un peu compliqué, mais en tout cas de quelqu'un qui venait plutôt du domaine, pas du tout. Alors lui, il n'était pas communiste du tout, il était même plutôt à droite d'ailleurs. Oui, Hachette, je vois bien. Oui, bien sûr. Et il s'appelait j'ai oublié son nom maintenant. Enfin, Limansky. Et lui, c'était quelqu'un qui était un commercial et qui s'occupait de faire du commerce, de la vente de journaux, et ça m'intéressait beaucoup. Et avec le rédacteur en chef, ils se sont dit que ce serait bien d'avoir des petits cadeaux avec chaque numéro, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Alors, pour que ce soit pas trop cher, on a commencé avec des espèces de jeux en carton, des jeux de cartes, des trucs comme ça, et petit à petit, ils ont mis des jouets en plastique, et ils ont fait toute une équipe, et c'est devenu le gimmick, comme on disait en anglais, c'est-à-dire avec chaque numéro il y aura une surprise, et la semaine prochaine vous aurez une nouvelle surprise. Mais on ne savait pas ce que c'était. Et au bout de 25 ou 30 numéros, on a commencé à annoncer la surprise, et c'était plus une surprise, c'était un gadget régulier, normal. Et après le problème c'est que les enfants ont commencé à acheter le journal parce qu'il y avait des gadgets. Oui, parce qu'ils voulaient juste le gadget au final, ouais. Et donc c'était embêtant parce que évidemment il fallait trouver plein d'idées, acheter des gadgets qui existaient déjà, en fabriquer, etc.
et les auteurs historiques de Vaillant n'aimaient pas beaucoup ça parce que ça voulait dire que les gens achetaient le journal pas pour les histoires mais pour le bout de plastique. Et donc c'était un peu compliqué, mais cela dit, c'est grâce au gadget que le journal Pif est devenu aussi célèbre. A continué à exister, ouais. Ouais, bah oui, bien sûr. Et puis même tout le monde savait que les gadgets n'étaient pas toujours de bonne qualité, mais c'était l'idée d'avoir un objet en plus le collectionner peut-être. Ah non, collectionner. Non, c'était l'idée. Collectionner, c'était pas une idée à l'époque. Hein. Personne ne pensait à collectionner ça. C'est drôle, hein. C'est devenu vraiment. Ouais. Ah non. Personne ne collectionnait les gadgets. Hein, je peux vous le dire, parce que moi, j'ai 50 ans. J'ai acheté ça, et en fait, le gadget, on le cassait assez vite. J'étais content d'avoir le gadget de la semaine après, quoi. Donc en fait, quand on achetait plus le gadget, on ouvrait le pif et le gadget et on cherchait la page à la fin qui annonçait le gadget de la semaine suivante. Ah, d'accord, totalement autre chose alors. On était déjà projeté toujours dans la semaine d'après, quoi. Et donc l'idée de collectionner, c'est les anciens lecteurs quand ils sont devenus adultes et quand Pif Gadget a arrêté d'exister, ils se sont dit tiens, j'aimerais bien les retrouver, puis ils ont commencé à les collectionner. mais à l'époque, les contemporains les collectionnaient pas. Et c'est pour ça que c'était très dur à trouver. C'était très dur à trouver parce que ça se cassait tout de suite. Bah voilà, oui. D'accord. D'accord. On n'a pas d'idée de collection, hein. Ça c'était vraiment c'est une idée qui est apparue dans les années 90. C'est intéressant parce que moi j'ai 25 ans et en pensant à ça, en vous écoutant parler, je pensais tout de suite à l'idée de collectionner et vous me disiez qu'en fait non, pas du tout. C'est quelque chose qui arrive après. Bien sûr, oui. Et même vous savez, les enfants des années 70 ou 80, ils n'avaient pas l'esprit de collectionner. Hein. C'était très rare. Il y en avait quelques-uns. Bien sûr, comme toujours, pour n'importe quoi, mais c'était pas du tout à la mode de collectionner ces trucs-là, parce que le problème, c'est que ça prenait de la place, on en remplissait plein les tiroirs, et puis se cassait. Et puis, c'était toujours votre maman qui venait pour faire il dit, ah non, tu vas pas regarder tout ça, on met ça à la poubelle, parce que... D'accord. Et est-ce que vous savez qu'il existe une bande dessinée qui s'appelle Il Pioniere? Et c'était une bande dessinée italienne qui à l'époque traduisait quasiment littéralement et Pif Gadget. Alors oui, mais enfin, ça faisait plutôt Vaillant parce que oui, parce que c'était précédent, ouais. Oui, dans les années 62, 63, au début des années 60, ça a commencé, ça même peut-être avant, je crois que ça a commencé au début des années 60, le pionnier. Et mais ça reprenait pas tout de suite intégralement Pif, hein, les pionniers, c'était des bandes italiennes, et ils avaient mis dedans aussi Pif et d'autres choses, et puis progressivement, ils ont mis de plus en plus de bandes directement récupérées de Pif et de Vaillant. Mais au début, les pionniers, c'était comme Vaillant. Ça a été produit par les jeunesses communistes, en tout cas par un groupement de jeunesses communistes et qui ont fait un journal, et comme Vaillant a été conçu par un groupement de jeunesses communistes aussi. Hein, c'est un peu le même principe. Je vous demandais si vous connaissez, mais en fait vous connaissez bien mieux que moi. Non, je connais pas surtout moi, Pionnier, j'ai découvert ça, je crois, il y a 2 ans. Hein. Avant, je connaissais pas du tout, j'ai dû voir une fois un truc, je savais pas ce que c'était. Et c'est après qu'on m'a expliqué, mais je connaissais pas très bien. Mais enfin, en fait, c'est un peu le même principe. C'est presque le même principe que Vaillant, mais 15 ans ou 17 ans après, quoi. C'est drôle. Mais je crois que c'était beaucoup plus idéologique que Pif. Oui. Je crois. Hein. Oui. Je ne lis pas l'italien, mais il me semble que c'était comme Vaillant. Hein. C'était vraiment plus orienté. Et on adaptait dedans des séries qui venaient de France. Et par contre, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'était des séries qui étaient récupérées directement et traduites, ou alors elles étaient redessinées aussi parfois. Je crois redessinées aussi. Ouais. Et allô? Allô, oui, j'entends un bruit bizarre. Oui, il y a un bruit bizarre. Oui, il est parti. D'accord. Je voulais vous poser juste une dernière question. Est-ce qu'il existe encore en France un héritage de Vaillant ou de Pif Gadget? Et est-ce qu'il y a par exemple une bande dessinée qu'on peut dire liée pas au PCF évidemment, mais à la fête de l'UMA comme expérience ou quelque chose de similaire
qu'on peut dire l'héritage qu'on peut appeler l'héritage des Vaillant ou Pif Gadget. Alors la réponse est en plusieurs parties. D'accord. Alors, on vous écoute. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Parti communiste français est depuis assez longtemps, mais enfin, je sais que c'est la grosse tendance maintenant, refuse le recours au patrimoine. Ils veulent pas qu'on parle du patrimoine, surtout pour des choses comme ça, pour PIF, etc. Ils veulent qu'on reste contemporain, parce que le Parti communiste estime qu'il est, en France, en tout cas en France, qu'il est toujours porté vers le progrès contemporain et futur. Alors l'idée de patrimoine, ça les embête beaucoup, parce que quand on parle de patrimoine, ça veut dire que c'était mieux avant. et eux, ils veulent que ce soit mieux demain. Alors ça marche pas très bien, quoi. Et donc, par exemple, ils ressortent de temps en temps quelque chose avec PIF. Et donc, en 2015, c'est le journal L'Humanité, que vous connaissez, hein, le journal du Parti communiste français, oui. a ressorti un journal qui s'appelle Super PIF. Et ce journal, à partir de 2015, sortait 3 fois par an à peu près, avec des bandes dessinées de PIF et d'autres choses. Mais ça a pas commercialement très très bien marché. En plus, il n'avait pas beaucoup d'argent pour faire les gadgets et tout ça. Enfin, bon, ils essaient de mettre un gadget. Donc tout le monde était déçu. Les jeunes ne l'achetaient pas et les anciens trouvaient que c'était pas bien. Donc là, ça s'est arrêté et apparemment, je crois que le mois prochain, ou dans 2 mois, ils vont ressortir pour le printemps de nouveau quelque chose, je sais pas quoi. Voilà. Mais ils ont beaucoup de mal avec le passé et le patrimoine. Alors par contre, toujours dans le journal de l'Humanité, la survivance de toute cette histoire, c'est le fait que on n'a jamais interrompu la publication d'un petit strip avec PIF. Donc, depuis, qui est toujours dans l'Humanité. Dans l'Humanité, il y a toujours un petit bandeau, un petit strip qui est fait aujourd'hui par enfin depuis 6 ans, je crois, par François Corteggiani, qui lui a un nom italien, ça tombe bien. Corteggiani, et qui donc continue de dessiner PIF dans l'Humanité. Et c'est ça le seul lien qui reste, c'est le seul fil qui est resté depuis les années, la fin des années 40, début des années 50, quoi. C'est le fait qu'il y a encore un petit strip de PIF dans le journal de l'Humanité. D'accord. Sinon, du côté des publications pour la jeunesse, ils ont vraiment pas été très très bons depuis 20 ans, hein, le Parti communiste. Depuis 20 ans même, ouais. Ouais, ils auraient très certainement pu faire quelque chose, mais ce sont des très mauvais gestionnaires et chaque fois qu'ils sortent un journal pour la jeunesse, ils finissent par faire faillite parce que l'argent il manque, ouais. Et ça fait une énorme différence, on peut dire, par rapport aux années 50 où les enfants ou les jeunes ils lisaient Vaillant à l'époque, et de ce qu'on connaît, il y avait une énorme diffusion. Oui, c'est très difficile de comparer parce que dans les années 50, il y avait seulement un foyer sur 30 qui avait la télévision, et pas Internet. Bien sûr. Donc, et puis les journaux de bande dessinée, on les lisait de la première page jusqu'à la dernière, on lisait tous les mots, hein, parce que on n'avait que ça. Donc, les Vaillant avait, je sais pas, on va dire qu'il y avait 16 pages en format journal, et donc et les enfants ils lisaient tout, quoi, les bricolages, les trucs, parce qu'ils avaient ça, hein, et donc et ils les gardaient longtemps, ils se les prêtaient. Aujourd'hui, aucun enfant ne prendrait un journal, le lirait en entier, relirait une deuxième fois, le prêterait à un copain. Ouais, on n'a plus le même rapport avec ces formes de communication, évidemment. Ben oui, parce qu'on a tellement, enfin, du point de vue des enfants, il y a tellement de choses plus intéressantes, plus vivantes, en 3 dimensions, enfin, etc. Donc c'est normal, c'est logique, hein, donc c'est très difficile de comparer la place d'un journal pour la jeunesse ou pour les enfants dans les années 50, 60 et aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, aucun journal de bande dessinée n'a réussi à avoir beaucoup de succès aujourd'hui. Même les grands classiques comme Spirou ou Mickey, bon, ils ont encore des lecteurs, mais c'est souvent les parents qui les achètent. Bien sûr, comme un souvenir de jeunesse. Ouais, pour leurs enfants, voilà, tiens, Lisa, tu connais, voilà, je peux t'en parler, mais bon, les enfants trouvent ça amusant, mais c'est normal qu'ils aillent chercher ailleurs. Hein. Donc malheureusement, le papier, enfin la lecture sur papier, ça va bientôt être un petit passé aussi, quoi.
On va voir si c'est vraiment en train de disparaître, si on va pas la redécouvrir à nouveau. Oui, non, mais si. Après, c'est très difficile de prévoir parce qu'il y a plein de choses comme ça très bizarres qu'on n'a pas prévues, comme le fait qu'on achèterait de nouveau des disques en vinyle dans les années 2010. Voilà, justement. Mais c'est pas non plus une généralité. Hein. C'est pas. C'est quand même. Ça reste quand même un petit peu spécifique, quoi. C'est pas la majorité des gens qui achètent de nouveau des vinyles. Hein. C'est vraiment des gens un peu particuliers, des citadins, qui ont une culture du son, des trucs, enfin bon, voilà, de personnes qui ont l'opportunité aussi de suivre une mode, parce que c'est c'est à la mode aussi d'avoir des vinyles aujourd'hui. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi ça revient tout ça. C'est parce qu'il y a une névrose collective de l'objet. Depuis le début des années 2000, on a dématérialisé tellement de choses. Alors la lecture, le son, la musique, un peu tout et n'importe quoi. Et donc les jeunes qui sont nés dans les années milieu des années 90, début 2000, découvrent ça, et il y a une névrose de leurs parents et de eux aussi, avec la disparition des objets qu'on a en main. Et donc ouais, bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tellement un besoin d'avoir des objets physiques qu'on tient dans la main, qui existent vraiment, alors des grands disques, des albums, trucs, et des gens qui sortent des disques aujourd'hui, ils sortent des CD, mais avec un livret, carton, truc, enfin, un objet, quoi. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Ça n'intéresse personne d'avoir juste un CD. Le CD, ce qu'on va faire avec, c'est qu'on va le mettre dans l'ordinateur, on va le numériser et on va le jeter, on va le mettre dans un endroit, on le verra plus jamais, quoi. Donc, bien sûr. Voilà. Donc il y a une petite névrose comme ça qui fait que les gens commencent à s'attacher de plus en plus à des objets, et donc il y a un retour de l'objet, mais c'est un peu compliqué quand même. Hein, ouais, la passion pour l'objet. L'industrie ne suit pas forcément très bien, et des objets de très mauvaise qualité parce qu'ils peuvent pas être très chers. Alors bon, voilà. Et c'est pour ça que il y a toute une industrie autour de la cigarette électronique, et pour faire des objets formidables. Super, un nouveau marché, c'est génial. C'est un gadget. Et dès qu'on a une petite mode, hop, fabriquer un objet, parce que les gens ont besoin de retrouver des objets à acheter, à offrir, à collectionner, je sais pas. Mais ça, c'est vraiment typiquement une névrose des années 2000. Hein. De notre société contemporaine. Bah oui, voilà. Donc c'est pour ça que vous parlez de collection. La collection, c'est typiquement aussi une forme de névrose liée au besoin de posséder quelque chose, une intégralité de quelque chose. Voilà. Comme vous le savez, la recherche de l'objet est plus intéressante que la possession, en fait. Bien sûr. Bon, alors, je vous remercie énormément d'avoir répondu à nos questions. Et bon courage pour les tournages. Est-ce que vous... Oui, mais alors, deux petites choses, parce que tout à l'heure, vous me parliez des personnages, des séries, et vous me parliez de Vaillant, pas de Pif. Parce que, en fait, j'ai pas compris si vous vouliez parler plutôt de Vaillant ou de Pif en général. On s'est intéressé... Non, on s'est intéressé à l'histoire de mon camarade. On s'est rendu compte que ça avait terminé avec l'occupation nazie en France. On s'était dit que voilà, on pouvait retourner à l'histoire de la bande dessinée liée à un contexte, lié au Parti communiste, et on avait vu qu'en fait c'est pour ça que je vous ai justement posé la question, comment est-ce qu'on est passé des Vaillants à Pif Gadget. On voulait voir la transformation de ça dans l'histoire, et on s'est dit il y a quelqu'un qui est en train de faire un film là-dessus. C'est parfait. Ça tombe super bien. Oui, en fait, c'est l'histoire de la transformation après la guerre, de l'effacement progressif des idéologies dans la culture populaire, quoi. Voilà, avec les années 60 surtout, quoi, qui ont été des années qui ont c'était une restructuration de la société avec les mass médias, avec bien sûr, la communication, la transformation d'une certaine forme de communication. Ce qu'on appelait en France les 30 glorieuses, c'est-à-dire que le fait que les gens pouvaient commencer à gagner de l'argent, à avoir une maison, à avoir des choses, etc. Et donc tout d'un coup, la culture était devenue quelque chose qui passait par le commerce, alors que c'était pas tout à fait le cas juste après la guerre.
dans les années 60, tout est devenu un peu un objet de commerce. Des consommations, ouais. Voilà, et on était en concurrence avec d'autres modèles culturels, etc. Voilà. Donc alors que les années 50, c'était plutôt la lutte d'influence entre le Parti communiste et on va dire la presse catholique, par exemple. Oui, évidemment. Vous connaissez l'histoire d'Italie, je pense. Vous savez à quel point il y avait une contraposition entre le Parti communiste et la démocratie chrétienne à l'époque. Du coup, on connaît très bien tout ça. Oui, en France, c'était un peu plus compliqué, mais c'était, vous savez, Vaillant, en France, il y avait un journal qui s'appelait Cœur Vaillant. Je sais pas si vous connaissez cette histoire. Et c'était une autre bande dessinée, non? Alors, oui, mais c'est drôle parce que Cœur Vaillant était un journal issu de la presse catholique avant la guerre, et qui était avec dedans aussi des bandes dessinées, des articles sur les miracles à Lourdes, et puis à côté une histoire rigolote avec un chien, enfin bon, comme des bandes dessinées. Après il y a eu la guerre, mais Cœur Vaillant a plutôt été une collaborationniste. Totalement le contraire. Et quand la guerre s'est terminée, évidemment, les communistes et les gaullistes étaient les victorieux, on va dire, quand même, de l'histoire. Et Cœur Vaillant n'a pas eu le droit de paraître pendant 6 mois. Et il fallait qu'ils expliquent, non, on n'a pas tous collaboré, patati patata. Et les jeunesses communistes ont créé le journal Vaillant. Et l'idée de prendre le titre Vaillant, c'était aussi pour faire une concurrence directe, pour dire, nous, les vrais Vaillants, c'est tout. Et donc, et pendant les années 50, Cœur Vaillant a existé, et Vaillant aussi, et Cœur Vaillant était souvent vendu à la sortie des églises ou dans les... et Vaillant n'avait pas le droit d'y être. Et donc, les curés, à l'époque, on avait encore des cours de catéchisme, les curés mettaient en garde contre Vaillant qui allait détruire les mentalités des jeunes. Tout, Voilà. Du coup, vraiment totalement les contraires. C'était une appropriation culturelle, on peut dire. Oui. D'accord. Il y a quelque chose comme ça, il y avait c'est presque ironique, hein, un petit peu. Et donc, les cœurs vaillants faisaient de la contre-publicité à Vaillant en disant, oui, mais nous, on est vaillants, mais on a un cœur. On vous remercie alors pour cette histoire qu'on ne connaissait pas. Et on vous remercie pour votre disponibilité, votre patience, et bon courage alors pour les tournages. Oui, là, j'ai plus beaucoup de choses à tourner, mais je suis en train de faire beaucoup de montage de séquences, etc., parce que c'est devenu un grand projet participatif toujours, où j'envoie aux souscripteurs au fur et à mesure les séquences du projet, quoi, avec des interviews des auteurs, etc. Et puis là, je suis en train de monter un gros sujet sur les 70 ans du personnage de Pif, qui est né en 48. Les 70 ans, voilà. Oui, et donc à la fin du mois, tous les souscripteurs recevront par un sujet original sur Pif, parce que j'avais interviewé beaucoup de gens qui avaient connu Armand. Et donc je continue comme ça par épisode. Parfait. D'accord. Merci beaucoup et vraiment bon courage. Et à bientôt peut-être quand on cherchera votre film. Oui, bien sûr. Je vous enverrai quelque chose par mail. Ce que je fais. Merci vraiment. Merci beaucoup. Bonne